Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vais demander à l'administration de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Monsieur David Racheline. Présent. Madame Martine Petrus Benamou. Présente. Monsieur Gilles Longo. Présent. Madame Karine Leroy. Présent. Monsieur Charles Marchand. Présent. Madame Nassima Barkala. Présent. Monsieur Gérard Charlier de Vrainville. Madame Brigitte Lancine. Monsieur Christophe Chioca. Présent. Madame Christelle Plantavin. Présent. Monsieur Patrick Perrona. Présent. Madame Sonia Lovard. Présent. Madame Sandrine Crépé. Présent. Monsieur Cédric Imbert, excusé, a donné pouvoir à Madame Leroy. Monsieur Patrick Renard. Présent. Madame Ariane Karbowski, excusée, a donné pouvoir à Madame Barkala. Madame Iman El Akadi. Monsieur Michel Bourdin. Monsieur Pascal Pipiton. Madame Mireille Leroux. Madame Marie-Thérèse Gâteau. Madame Dominique Vendra. Monsieur Jean-Louis Barbier, excusé, a donné pouvoir à Monsieur Perrona. Monsieur Robert Simon Chotan. Madame Nelly Bonneau. Madame Sylvie Cayeta. Madame Christine Meunier. Monsieur Frédéric Casala. Monsieur Didier Dalmasso. Monsieur Mohamed Bourguiba. Madame Télésia Fille-Palaye. Monsieur Johan Aglio. Monsieur Fabien Roux. Madame Karen Brendel. Monsieur Fabien Sgara. Monsieur Ludovic Dossier, excusé, a donné pouvoir à Monsieur Longo. Madame Annie Solaire. Monsieur Robert Icard. Madame Eliane Sabatier. Monsieur Emmanuel Bonnemain. Madame Angélique Fernandez. Madame Laurence Frage. Monsieur Jérémy Campofranco. Monsieur Julien Poussin. Monsieur Richard Serre. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Le conseil municipal peut valablement délibérer. Je propose de nommer Madame Lancine comme secrétaire de séance. Nous avons le procès-verbal du 16 février ainsi que le registre des délibérations assignées, mais le procès-verbal du 16 février a approuvé. Si vous avez des remarques sur ce procès-verbal, n'hésitez pas. Sinon, je considère qu'il est approuvé. On passe à la question numéro 1, avec le remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire au sein d'une commission municipale. Monsieur Épuron nous a fait part de sa volonté de démissionner d'une commission. Donc nous allons le remplacer au sein de la commission Finances, Ressources humaines, Administration générale et Moyens généraux. Je crois qu'il faut le remplacer par un membre du groupe qui est le sien. Et je n'en vois qu'un. Donc je vous propose de désigner Madame. Pas de problème pour personne. Maire, bonjour. Bonjour Madame. Bonjour chers collègues. Alors il ne vous a pas échappé que pour former un groupe dans le règlement intérieur, il faut être au moins 3 élus et que ce groupe n'existe plus depuis au moins 2 ans. Le groupe Vivons Fréjus n'existe plus. Alors c'est vrai que les LR qui participaient à cette liste d'union, à l'instar de leurs collègues députés, se sont, pour ainsi dire, dispersés ces derniers mois. On devrait peut-être d'ailleurs s'enquérir de leurs nouvelles auprès de leur secrétaire départemental. Alors c'est vrai, s'il doit en rester qu'une, je serai celle-là. Donc je présente ma candidature. Vous faites bien de me préciser ça, parce que en réalité, ça permet d'ouvrir un peu les candidatures, puisque, en effet, comme le groupe n'existe plus, n'importe qui peut se porter candidat. Donc je voudrais savoir s'il y a d'autres candidats pour remplacer Monsieur Épuron dans cette commission. Je propose ma candidature, Monsieur le maire. D'accord, c'est noté. L'opposition veut désigner qui?
Faites-moi part de vos votes, s'il vous plaît. Mais il y a une logique. Le poste était occupé par un représentant de ce groupe. C'est normal que Mme Fernandez soit désignée pour remplacer M. Éperon. Oui, mais il n'y a plus de groupe, cher monsieur. Fernandez ne l'avait pas soulevé, la question serait déjà votée. Vous me permettre, bonjour monsieur le maire, Rebonjour. mes chers collègues. Au-delà de la question du groupe, il s'agit surtout de la liste. Ce sont 2 conseillers municipaux qui ont été élus sur la même liste. Il est donc parfaitement logique que Mme Fernandez-Thoman soit celle qui puisse représenter celui qui, de sa liste, était sur cette commission. Donc je voterai évidemment pour elle. Moi, ma logique est un petit peu différente. Je considère que nous sommes tous des élus de Fréjus à équité, que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition d'ailleurs. Les listes partisanes n'ont plus aucun sens à l'heure où nous siégeons dans ce conseil municipal. En tout cas, c'est ma vision. Oui, Monsieur Poussin, vous souhaitez intervenir? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Monsieur le maire, rebonsoir. Évidemment, je voterai pour Angélique Fernandez. Je ne rejoins pas non plus votre logique. Si dans les commissions municipales, on ne met que des membres de la majorité, puisque je considère Madame Solaire désormais quasiment membre de votre majorité, hein, compte tenu de ses prises de position, de ses interventions au conseil municipal et communautaire. Il y a bien que vous, Et parce des que publications, moi, c'est pas mon cas. Mais... Et des publications du magazine. Je pense que vous avez d'autres opposants peut-être un petit peu plus virulents, tout en étant pragmatiques, en ce qui me concerne. Tout est relatif. Voilà, donc peut-être la logique voudrait que ça soit Angélique Fernandez. C'est noté. Monsieur Serre, vous avez un commentaire? Je voterai aussi pour ma part pour Madame Fernandez. D'accord. Du coup, on va rester dans une logique partisane, puisque comme vous avez l'air partisan de Madame Fernandez-Thomas, nous, on va l'être pour Madame Solaire. J'ai l'esprit de contradiction, moi aussi, comme vous, et donc, du coup, je prends le contre-pied. Madame Solaire, vous êtes donc désignée. Je vous félicite. On peut passer à la question numéro 2 avec le rapport annuel sur le développement durable. Nous avons voté, madame, chacun a fait son commentaire. On passe à la question numéro 2 sur le développement durable. Sonia, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. En l'absence de madame Karboski, donc, il m'a été demandé donc, de la remplacer pour la présentation de ce rapport annuel. Donc, comme vous le savez sûrement, donc, le Code général des collectivités territoriales impose aujourd'hui aux maires de communes de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité et des politiques menées sur son territoire. Ce document témoigne donc des principales actions conduites à différentes échelles et qui sont portées par la ville de Fréjus en matière de développement durable. L'organisation ayant été choisie à la ville de Fréjus est celle d'une démarche projet impliquant le décloisonnement des services et la mise en œuvre d'actions transversales, concertées et cohérentes. Le pilotage a donc été assuré par le nouveau service écologie citoyenne qui a donc été créé l'année dernière. Le développement durable aujourd'hui se définit comme une volonté de répondre aux besoins du présent sans compromettre celles des générations futures. En 2016, 93 pays se sont rassemblés lors d'un sommet historique de l'Organisation des Nations Unies et ont adopté 17 objectifs de développement durable à réaliser à l'horizon 2030. Ces ODD, qui pourront être retrouvés donc tout au long de ce document, visent 5 finalités. La première concernant la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources comme objectifs principaux, tout ce qui concerne la vie terrestre, la vie aquatique ainsi que l'eau et l'assainissement. La deuxième finalité concernant la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère avec 2 objectifs à noter, des énergies propres avec un coût abordable ainsi que des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
La troisième, concernant la dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Il est à noter ici donc 3 objectifs principaux, le travail décent et la croissance économique, les objectifs concernant l'industrie, l'innovation et les infrastructures, ainsi que la maîtrise de la consommation et des productions durables. La quatrième finalité concerne l'épanouissement de tous les êtres humains. Alors ici, 5 objectifs. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, la bonne santé et le bien-être, mais également l'éducation de qualité et l'égalité entre les sexes. Et enfin, la 5e finalité qui concerne la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, et donc qui contient 4 objectifs notables: réduire les inégalités, promouvoir la paix et la justice et des institutions efficaces, agir pour des villes et des communautés durables et créer des partenariats pour la réalisation de ces différents objectifs. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de l'intégralité du rapport et de l'intégralité des actions qui sont menées par la ville, puisque vous avez dû tous en prendre de toute façon connaissance dans le rapport. Mais si nous devions faire un petit condensé des principaux moments forts de cette année 2022, on en retiendra déjà 6. Tout d'abord, la création donc, du service écologie citoyenne dont je parlais tout à l'heure, et donc le rattachement à ce nouveau service de la brigade environnement et éco-citoyenneté, qui a donc pour objectif de sensibiliser les Fréjussiens à l'adoption de comportements éco-responsables, mais aussi de verbaliser les comportements répréhensibles tels que les dépôts sauvages de déchets, mais également les incivilités des propriétaires des chiens. La création de la maison d'Elle, qui a été un projet fort porté par notre maire et en coopération avec l'adjointe Nassima Barkala. Donc, cette structure permet donc d'apporter des réponses précises et concrètes afin d'accompagner et d'aider toutes les femmes et des jeunes filles de plus de 16 ans. Ensuite, la démarche de labellisation de la ville avec l'engagement au sein de chartes et de différents labels, tels que le label Territoire engagé pour la nature, le label de vie éco-propre, la charte Pélagos, la charte Zéro déchet plastique, pour en citer quelques-uns. Également, la mise en avant de la démarche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui contribue au développement durable et social des acteurs économiques de proximité. Elle vise également à favoriser les commerçants, les producteurs, les artisans de notre territoire, dont l'objectif est de privilégier la vente de produits et de services à l'échelle de la ville. Et enfin, la création de nouvelles pistes cyclables dans la continuité aussi du nouveau schéma directeur vélo, dont l'objectif est donc d'établir un réseau cohérent pour favoriser les cyclistes utilitaires, mais également les cyclistes de loisirs et les cyclotouristes. Et pour finir, le remplacement également, parce que c'est quand même une action aussi forte qui a été menée, le remplacement de plus de 1000 lanternes de vieille génération vers des LED connectés afin d'améliorer le parc d'éclairage public de la commune, mais également dans un souci évident d'économie d'énergie. Alors, vous l'aurez compris, le développement durable est un domaine pour lequel la ville de Fréjus, avec l'intégralité de ses élus, mais également l'intégralité de ses services, sont pleinement mobilisés. Nous continuerons dans ce sens dans les années à venir. Parfait. Merci beaucoup, Sonia, pour cette présentation de ce rapport annuel de développement durable. Et si vous avez des commentaires, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le maire. Voilà une communication, je parle du rapport, hein, qui est très rafraîchissante pour des réalisations finalement très limitées. Quelques exemples, si vous me le permettez. D'abord, vous savez combien j'y suis attaché, les pistes cyclables. Petit point sur cette question. J'ai proposé en conseil communautaire, vous vous en souvenez certainement, le 16 février dernier, de me mettre à la disposition de monsieur Marchand pour la définition, des propositions de nouvelles pistes cyclables dans le cadre du plan vélo, puisque nous y avons travaillé. Bon, je suis toujours à votre disposition, monsieur Marchand, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je rappelle ici que l'objectif est la création de 180 km de pistes. Nous en avons réalisé 41, c'est-à-dire 25% de l'objectif. Et en ce qui concerne celle qui est la plus visible, en tout cas celle qui figure sur toutes les réalisations, sur toutes les communications de notre commune, la piste qui se trouve au pied de la butte Saint-Antoine, boulevard de Cuers, et qui doit ensuite récupérer la rue des Campanettes pour desservir la base,
Dieu sait que malheureusement, cette piste, pardon, je le dis, elle est très belle, mais elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose parce qu'elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on est exactement dans le principe de la discontinuité de la piste cyclable, c'est-à-dire exactement tout ce qu'il ne faut pas faire, exactement tout ce que le rapport, le plan vélo que nous avons adopté au mois de décembre 2021 au sein de la communauté d'agglomération évite de réaliser, on l'a fait. Deuxième observation, deuxième exemple, l'opération ici commence la mer. Alors là encore, vous savez combien nous sommes attachés à ce principe. D'ailleurs, Madame Lancine s'en souvient certainement, nous l'avions réalisé pendant la campagne électorale de mars 2020, et ce qui nous avait valu d'ailleurs un très joli courrier, me semble-t-il, de récrimination, parce qu'on avait mis un petit peu de craie sur le trottoir de la ville. Alors, ici commence la mer est évidemment une belle opération, c'est sympathique, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut que ça soit efficace et concret et précis. Quand allons-nous vraiment agir, ne serait-ce qu'en prévention de la dispersion des plastiques de déballage des marchés de plein vent, notamment lorsque souffle le Mistral à Fréjus-Plage sur le marché du centre? Voilà des actions concrètes qui, là, pourraient rentrer dans le cadre des observations sur le rapport sur le développement durable 2023 que vous nous présenterez évidemment en mars 2024. Et enfin, dernier point, la protection de la biodiversité. Comment soutenir sérieusement que Fréjus aujourd'hui fait un vrai travail sur le développement durable tout en autorisant la construction sur la SNIEF de Valescure et défendre devant le tribunal administratif de Toulon le permis de construire qui a été accordé en 2021 à la SCI La Clairière sur une parcelle entièrement boisée, un établissement boisé classé de 8200 mètres carrés. On appelle à une certaine cohérence dans l'action publique. On appelle à une certaine réalité, un discours vrai. Et là, pardonnez-moi, le rapport du développement durable qui nous est présenté est effectivement très rafraîchissant, mais a des réalisations concrètes extrêmement limitées. Je n'y reviens pas. Charles, sur les pistes cyclables, si tu veux. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, Monsieur Bonnemain, je vais vous répondre sur les pistes cyclables, puisque c'est mon domaine. Il faut quand même savoir que Monsieur le maire a souhaité allouer un budget plus que conséquent pour la réalisation de ces pistes cyclables qui rentrent, comme vous l'avez dit, dans le schéma directeur de l'agglomération. C'est 15% du budget voirie qui est utilisé pour la création des pistes cyclables. Donc, il est forcément et naturellement logique que nous travaillions par tranche. Moi, je me réjouis de cette manne financière qui est mise sur les pistes cyclables, puisque la ville de Fréjus réalise à elle seule pratiquement plus de 50% des pistes cyclables qui sont créées sur l'agglomération. Donc vous devriez être fiers de l'engagement qui est le nôtre. Et Monsieur Bonnemain, ça sera avec plaisir, si vous le souhaitez, que je vous inviterai aux réunions avec le département, puisque certaines pistes cyclables sont réalisées sur des routes départementales. Et malheureusement, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes obligés de les interroger et de suivre leurs recommandations. Et pour finir, la piste cyclable sur les campagnettes sera réalisée après un programme immobilier qui a pris un peu de retard, mais la liaison sera bien faite entre le centre historique et la base nature, qui permettra aussi aux utilisateurs de vélo d'aller jusqu'à Saint-Égulphe. Donc il y a une cohérence justement dans ce schéma des pistes cyclables. J'ai évidemment, comme vous tous, pris connaissance de ce rapport, et en particulier de la qualité de ce rapport, que je veux souligner. Je veux en remercier les services qui ont travaillé dessus, en particulier les services que nous avons créés à cet effet. Et je demande d'ailleurs à ce que ce soit mis à disposition du public sur Internet,
car je pense que les Fréjusiens seront très satisfaits de voir toutes les initiatives qui ont été prises dans ce domaine. Elles sont effectivement très nombreuses et elles vont bien au-delà des caricatures que j'ai pu entendre il y a quelques instants. Je vous propose donc de prendre acte de ce rapport. Monsieur le maire, pardonnez-moi, je voulais remercier Monsieur Marchand, en tout cas, pour son aimable invitation. C'est avec grand plaisir que je participerai à ces réunions. Quant au budget qui a été alloué sur les pistes cyclables, je m'en réjouis, évidemment, c'est tout à fait clair. Je pense tout de même qu'on aurait pu dépenser nettement moins d'argent en réfléchissant autrement et en mettant en œuvre surtout les fiches actions de la communauté d'agglomération, ce qui n'a pas été le cas. On a bien compris. Ne vous répétez pas trop, sinon ça va commencer à être long. Donc je vous propose de prendre acte de ce rapport et de passer à la question suivante, la question numéro 3, en n'oubliant pas surtout de bien diffuser ce rapport qui me paraît particulièrement pertinent. C'est Karine Leroy qui a la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Il s'agit ici du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour l'année 2022. Si vous avez pris connaissance de ce rapport, vous avez pu constater que la ville de Fréjus affiche de bons résultats pour la place faite aux femmes au sein de la collectivité et qu'elle présente en la matière des caractéristiques assez proches des moyennes nationales. Il vous est alors demandé de prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour l'année 2022. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires sur ce sujet, pas de commentaires, on prend acte. Donc la question suivante est la question numéro 4, et c'est Gilles Longo qui va avoir la parole un petit moment, puisque nous allons parler du budget de la ville, et nous allons donc enchaîner un certain nombre de questions, de la 4 à la 9, je crois. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Avant l'adoption du compte financier unique qui aura lieu lors du prochain conseil municipal, il vous est proposé d'affecter par anticipation les résultats estimés pour l'année 2022, qui se décomposent ainsi. Le résultat de fonctionnement affecté est de 6 423 371,03 €. Le solde d'exécution 2022 estimé plus le résultat reporté 2021 est de 2 925 556,52 €. En enlevant les 240 465 de l'appurement du compte 1069, le solde d'exécution corrigé est de 2 685 090,89 €. Le solde des restes à réaliser est de 2 755 370,35 €. Il vous est donc proposé d'affectuer au 1068 6 423 371,03 €. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques ? Pas d'opposition ni d'abstention, je suppose. Je vous propose de passer à la question numéro 5. Oui, Monsieur le maire, il nous est demandé ici de modifier les autorisations de programme de crédit de paiement. Concernant celle de la plateforme romaine, le montant global reste inchangé à 3 767 056 €. Cependant, les travaux prévus en 2022 pour 74 760,32 € et cette année pour 440 000 € ne se feront qu'en 2024. Concernant l'aménagement des nouveaux services techniques, l'enveloppe globale reste inchangée à 3 749 615 €. Les 222 708,57 € ainsi que les 24 175 de 2022 sont reportés sur 2024 et 2025. Concernant la construction des nouveaux services techniques, l'enveloppe reste inchangée à 11 535 000 €. 122 680 prévus en 2022 et 4 168 800 en 2023 et 225 540 en 2024 sont reportés en 2025 et 2026. Et concernant le plan de performance énergétique, 687 958,86 € prévus en 2022 seront dépensés en 2024. Si vous en êtes d'accord, nous modifions donc ces APCP. S'il y a des interventions, je vous en prie, monsieur. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est la seconde modification après celle du 24 novembre 2022. Monsieur Longo vient de le rappeler, sur la plateforme romaine, on décale sur 2024 plus de 50% des travaux votés. J'ai une observation sur les services techniques. Grosso modo, on fait une pause en 2023. Les 5 millions qui sont prévus qui étaient prévus au budget initial deviennent 788 000 €. Merci de me préciser la destination de ces fonds. Parce que si les terrains sont achetés depuis 2022, à quoi servent ces dépenses? Est-ce qu'il s'agit sérieusement de frais d'études?
Et si c'est le cas, ça pose quand même un léger problème en ce qui concerne le montant de ces frais. Pas d'observation en revanche en ce qui concerne les actions de performance énergétique. Il s'agit ici du changement des chaufferies pour 1,7 million. Ça va effectivement dans le bon sens. Merci de vos réponses. Oui, concernant la plateforme romaine, M. Bonnemain, donc ce sont les services que nous avons demandé de décaler par rapport à la maîtrise d'œuvre. Et les 800 000 euros des services techniques, c'est également la maîtrise d'œuvre et des études. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces APCP? J'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Opposition. Opposition. Abstention. C'est noté. La délibérée est adoptée. Nous passons à la question 6. Donc ça, c'est concernant la PCP du confortement des digues du Réran. Les travaux étant terminés, il convient de clôturer cette autorisation en tenant compte d'une moins-value de 14 913,50 € sur l'année 2022, soit un montant final de 4 775 637,59 €. Pas de difficulté, je présume. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Question numéro 7 sur le vote des taux d'imposition pour l'année 2023. Oui, chers collègues, il vous est proposé de reconduire pour la taxe foncière bâtie le taux de 35,94%, pour la taxe foncière non bâtie le taux de 30%, pour la taxe d'habitation le taux de 14,34%. Donc, chers collègues, je vous précise que nous votons ces mêmes taux depuis 10 ans maintenant, ce qui est remarquable. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer à la question numéro 8, budget primitif. Après les exercices 2020 et 2021, qui ont été confrontés à la crise sanitaire, depuis l'année 2022, nous devons faire face à la crise générée par la guerre en Ukraine. Pour l'année 2023, nous devons faire face une nouvelle fois à la forte augmentation de l'énergie, à l'inflation ainsi qu'à l'augmentation des taux d'intérêt. Toutefois, la ville de Fréjus a décidé de se désendetter de 4 millions d'euros cette année 2023, et ce, en continuant ses investissements nécessaires. En prenant compte de la reprise des résultats estimés de 2022, le budget 2023 s'élève à 138 676 036 €, soit 91 6 951 € en fonctionnement et 47 669 085 € en investissement. En fonctionnement, le total des dépenses réelles pour 83 067 846 € est en hausse de 7,57%. Dans les charges à caractère général, en hausse de 2,70%, on retrouve les charges d'électricité et autres fluides pour 4 987 500, soit une hausse de 8,41%. Les locations mobilières et mobilières pour 2 9 164 €, en hausse de 7,43%. L'entretien des espaces verts et voiries pour 3 430 727 €, en hausse de 4,26%. 1,7 million dans les bâtiments communaux, dont près d'1 million d'euros dans les écoles, et 1,7 million dans l'entretien de voiries et des espaces verts. Les prestations de services pour 2 652 888 €, et les primes d'assurance pour 730 690 € en hausse de 8,60%, et les autres charges pour 4 814 518 €. Les dépenses de personnel pour 49 5 900 € sont en hausse de 4,5% par rapport au réalisé 2022. Ces augmentations tiennent compte du contexte économique et des diverses augmentations prévues par le gouvernement. Une hausse du SMIC de 5%, l'augmentation de la valeur du point de 4%, l'augmentation de la rémunération des assistantes maternelles, l'augmentation du traitement dans la fonction publique, l'augmentation de la cotisation de transport à 2%, l'augmentation de la cotisation patronale CNFPT. Les atténuations de produits restent à 535 000 €. Les autres charges de gestion courante pour 7 980 422 sont en hausse de 12,16%. On retrouve dans ce chapitre le concours aux associations pour 5 664 076 €, ainsi que les autres dépenses de gestion, plus de 500 000 € pour le Roc d'Azur, 700 000 € pour le CCS et près de 500 000 € pour la gestion du grand site de l'Estérel. Les charges financières pour 4 890 086 € sont en forte hausse de 34,36%. Cela s'explique bien évidemment par la montée des taux d'intérêt. Et enfin, nous retrouvons notre autofinancement pour 7 939 105 € qui est viré à la section d'investissement. Les recettes réelles de fonctionnement pour 91 6 950 € sont en hausse de 11,09%.
En tenant compte du travail de l'Observatoire fiscal et de la hausse des bases par l'État, le montant des impôts directs locaux est cette année de 66 769 721 €. Les autres taxes, comme les droits de place, prélèvements sur les autres produits de jeu ou les droits de mutation, représentent 10 747 070 €, soit une hausse de 6,50% par rapport au BP 2022. L'attribution de compensation versée à l'agglomération est de 4 059 778 €. Les dotations et participations pour 12 121 770 € sont en hausse de 8,61%, essentiellement dues à l'augmentation de la population. Les autres recettes de gestion courante pour 7 983 715 €, comme les redevances d'occupation de domaine public ou les concessions de cimetières, sont en hausse de 12,47%. Les dépenses réelles d'investissement, elles, sont de 41 269 523,23 €. Les dépenses d'ordre d'investissement de 350 000 € et les restes à réaliser de 6 049 561,77 €. Les dépenses d'équipement pour 27 153 328,23 € en hausse de 11,26%, se décompose en 19 492 926,23 € d'immobilisation en cours, soit une hausse de près de 10% par rapport au BP 2022. 9 700 000 € de travaux et d'études pour les bâtiments communaux, 7 500 000 dans la voirie et les réseaux, 2 500 000 dans l'aménagement de terrain, dont 1 200 000 pour le skatepark. Les immobilisations corporelles pour 5 927 572 €, dont 4,5 millions dans l'acquisition de terrains et bâtiments, 500 000 dans les véhicules, dont une épareuse. Les subventions d'équipement pour 860 000 et les immobilisations incorporelles pour 872 830 €. Les dépenses financières de 14 116 195 € se décomposent principalement de 13 357 095 € de remboursement de capital et des 605 000 de remboursement du capital du pôle enfance. Les restes à réaliser sont de 6 049 561 €. Les recettes réelles d'investissement sont de 33 400 697 €, dont 3 16 334 en subvention d'équipement, 10 millions d'euros d'emprunt, 2,6 millions d'FCTVA, 1 million d'euros de taxes d'aménagement, 6 423 371 € d'excédent de fonctionnement, 10 335 992 € de produits de cession. Les subventions d'équipement prennent en compte les différents travaux sur le patrimoine historique, les travaux d'équipement sportif et les travaux de voirie. Les recettes d'ordre d'investissement pour 8 289 105 € prennent en compte les opérations d'ordre de virement à la section d'investissement pour 1 767 611 €, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 6 171 494 €, ainsi que les opérations d'ordre patrimonial pour 350 000 €. Le résultat reporté est de 2 685 090,89 €, l'excédent de fonctionnement de 6 423 371 € et les restes à réaliser de l'année 2022 sont de 3 294 191,42 €. La dette au 1er janvier hors PPP est de 139 043 873 pour un taux d'intérêt moyen de 3,06%. 57,18% à taux fixe, 27,97% à taux variable, 16,85% au taux du livret A. Il reste 11 905 729 € au 1er janvier 2023 à rembourser pour le pôle enfance. Voilà, chers collègues, des investissements importants les années précédentes dans la rénovation énergétique qui nous permettent aujourd'hui d'amoindrir l'explosion du coût des énergies. Ainsi, nous continuerons à faire cela jusqu'à la fin du mandat. Des investissements 2023 dans tous les quartiers, que ce soit pour la voirie, les espaces verts, les équipements sportifs avec la création du nouveau skatepark. Des investissements 2023 dans les bâtiments culturels comme la Villa Aurélienne, la Villa Marie, mais aussi dans la plateforme romaine et dans l'acquisition des terrains du port romain. Des investissements 2023 tournés vers la jeunesse avec des agrandissements d'écoles et le début de la construction de nouvelles écoles. Un budget 2023 qui soutient le tissu associatif et nos aînés. Un budget 2023 maîtrisé et équilibré et qui dégage un autofinancement de près de 8 millions et qui gardera pour la 10e année les mêmes taux d'imposition et qui verra sa dette commencer à diminuer. Voilà, monsieur le maire, ce qu'on pouvait dire sur ce budget. Merci Gilles de cette présentation. Si vous avez des remarques sur ce sujet, une intervention. Oui. Je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme d'habitude, si l'on vous écoute, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, ce n'est pas le cas. C'est même très loin d'être le cas.
138 962 208 €. Malheureusement, ce n'est pas le montant du prochain jackpot de l'euro-million. C'est bien, malheureusement, la dette cumulée de notre commune. C'est d'ailleurs un record depuis votre arrivée aux responsabilités en 2014. Et les projections ne sont pas réjouissantes pour l'avenir, avec seulement 4 millions de moins prévus pour 2023. La perspective est très inquiétante pour l'avenir de ce point de vue-là. Par ailleurs, on constate donc une augmentation des frais de réception, une forte augmentation même, l'inéquité des subventions aux associations qui se poursuit, malheureusement aussi, les budgets qui sont dédiés à l'environnement toujours insuffisants, et votre manque d'anticipation criant aussi, notamment concernant les toitures de nos écoles. Enfin, nous contestons une grande partie de vos choix, au premier rang desquels le tout vidéosurveillance au détriment d'une plus grande présence sur le terrain de nos policiers municipaux, mais aussi la construction de ce parking, place de la République, à 13 millions d'euros et en risque de submersion marine. Ou encore ce stade disproportionné au Capitou, j'en ai parlé ce matin à l'agglomération, pour un club en 4e division avec des résultats plus que moyens. C'est dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Nous pensons sincèrement que d'autres choix sont possibles et que Fréjus mérite mieux que tout ça. Aussi, vous l'aurez compris, nous voterons contre ce budget. Je m'attendais à ce que le représentant de la France Insoumise vote contre le budget que je porte. Ça ne sera pas une grande surprise pour moi. J'imagine ce que vous auriez fait, c'est ce que vous d'ailleurs vous proposez partout où vous siégez, l'augmentation massive des impôts, oui, bien sûr. Pour faire porter en réalité aux contribuables tous les délires qui sont les vôtres et qu'évidemment je ne mettrai pas en œuvre. Quant à moi, je considère que ce budget est particulièrement bien construit, qu'il est maîtrisé sur le plan de la dette. Je vous rappelle qu'on désendette de plus de 4 millions d'euros rien que cette année, et surtout avec une stabilité fiscale, ce qui, je crois, est tout à fait fondamental pour nos compatriotes au moment où ils traversent des crises nombreuses, particulièrement économiques et sociales. Donc je me réjouis que Fréjus puisse être une forme de pôle de résistance aux augmentations massives d'impôts qu'ils doivent porter par ailleurs, que ce soit l'État ou bien d'autres collectivités d'ailleurs, malheureusement souvent inspirées, il faut bien le dire, par la philosophie qui vous anime et qui consiste à faire toujours payer plus le contribuable. Ça ne sera jamais la mienne, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le budget ? Si vous me permettez juste de vous répondre. Oui, je vous en prie. Je précise, parce que du coup, vous reprenez exactement les mêmes arguments que M. Masquelier de ce matin à la réunion de l'agglomération. Donc, c'est pas très surprenant. Vos arguments ne sont pas très surprenants. C'est pas surprenant, on s'entend assez bien. Oui, mais vous reprenez exactement mot pour mot les arguments employés ce matin par M. Masquelier. Me réduire simplement à la France Insoumise, bon, si vous n'avez que cet argument, c'est assez faible et ridicule, d'autant que, je le reprécise, comme je l'ai dit ce matin, je ne suis plus membre de la France Insoumise, je ne suis membre d'aucun parti politique, même si évidemment je reste de gauche, je vous le rassure, de gauche et écologiste, mais je ne suis plus membre d'aucun parti politique. Donc à chaque fois, me comparer à M. Mélenchon, me comparer à la France Insoumise, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule et je ne suis pas pour des hausses d'impôts. Voilà, je ne suis pas du tout pour des hausses d'impôts. Je pense que d'autres choix sont possibles et voilà, des choix ambitieux que vous ne faites pas, au contraire. D'accord. Bon, je ne vous redis pas ce qui a été dit ce matin sur les partis politiques qui vous ont soutenu, mais enfin, il me semble bien qu'ils n'étaient pas franchement ni du centre ni de droite. Donc voilà, votre inspiration est celle de ces gens-là, de la France Insoumise, aussi bien casseurs de flics qu'augmenteurs d'impôts massivement. Bref, des marxistes, en effet. Monsieur Bonnemain, vous avez la parole. Non, c'est moi, monsieur le maire, qui la demande. Pardon, monsieur Icard, allez-y, on va vous... Bon, je n'ai pas parlé de politique politicienne, excusez-moi. Je vais aborder ce rapport sous un angle un peu particulier, en commençant par l'appréciation de la situation budgétaire et financière qui passe par l'analyse de certains ratios qui sont représentatifs des capacités et des contraintes de gestion d'une collectivité. J'en évoquerai 4 qui sont significatifs pour ce qui concerne notre commune. Le premier, c'est l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement.
qui arrive donc à une valeur de 8,72%. En 2021, source DGCL, l'épargne brute du bloc communal était de 16,5%, c'est-à-dire nous sommes à moitié. Deuxième ratio, c'est les dépenses réelles de fonctionnement et le remboursement de la dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement. On arrive là à une valeur de 106,62%, avec un corollaire, une épargne brute négative. En 2021, ce ratio était de 95,09%. Ce ratio, qui n'était déjà pas bon, se détériore encore. Troisième ratio, la capacité de désendettement. Ce ratio est une mesure de solvabilité de la commune. Il s'exprime en nombre d'années. Il est égal à l'encours de la dette sur l'épargne brute et nous arrivons à 17,6 années, valeur bien au-dessus de la valeur moyenne nationale. Et alors, l'année 2013, qui souvent est retenue comme référence depuis mars 2014, sur la situation financière de la commune. Alors, à partir des comptes publiés par la Direction générale des finances publiques, je n'invente rien, c'est public et ça se trouve. Ce ratio était de 18 ans. Autrement dit, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation identique à celle de 2013. Enfin, quatrième ratio, c'est les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. Nous arrivons là à une valeur de 59%. Cette valeur constitue un coefficient de rigidité, car c'est une dépense incompressible à court terme. Cet indicateur est intéressant, car si on le met en regard des recettes de fonctionnement, le volume des dépenses de personnel est supérieur au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui elle-même représente déjà plus de 70% des recettes fiscales. Là aussi, je vais y venir au moment où on parlera du 0,12, mais je pense qu'on est à un seuil d'alerte. Alors, que tirer comme enseignement de ces données? Elles confirment une dégradation des comptes de la commune et l'absence de marge de manœuvre. Elles sont révélatrices d'une fragilisation de la situation financière. Le projet de budget reflète cette analyse par une épargne négative de plus de 6 millions d'euros et la reprise anticipée des résultats de 2022, sans lesquels le budget n'aurait pas été équilibré avec les seules ressources de 2023. Venons-en à l'analyse du projet de budget. Globalement, les recettes de fonctionnement augmentent de 11%, alors que les dépenses ne progressent que de 7,57%. Cette conjoncture aurait dû améliorer la capacité d'autofinancement et bénéficier ainsi au financement des investissements. Il n'en est rien, l'épargne reste largement négative, je le rappelle, à hauteur de 6,1 millions d'euros. Les charges à caractère général varient de plus de 2,70%. Il faut pondérer cette augmentation en neutralisant les charges d'électricité et de carburant qui connaissent actuellement une progression tarifaire exceptionnelle. Vous voyez qu'on est correct, on ne vend pas du vent, on tient compte de la situation et je neutralise dans l'analyse ces dépenses qui, effectivement, s'envolent. Toutefois, le coût de la location du parc de stationnement Aubenas n'a pas été budgétisé et c'est donc une inscription supplémentaire de 660 000 € qui doit être prise en compte. La progression des charges de personnel se situe à près de 7%. Cette hausse est expliquée par une argumentation que l'on retrouve chaque année. Certes, les décisions de l'État ont une incidence sur l'évolution de ces charges, mais certainement pas au niveau que l'on voudrait nous faire croire. Dans ses rapports annuels sur les finances publiques, la Cour des comptes montre que ces décisions de l'État expliquent moins de la moitié de l'augmentation salariale. L'essentiel provient des décisions prises par les instances dirigeantes des collectivités locales. La création d'un emploi de catégorie A dans une prochaine délibération illustre bien ce constat de la Cour des comptes. Sur le document budgétaire, sur les pages 39 et 40, ne figure pas le détail par article des charges de personnel. Il n'y a qu'un total globalisé de 47 531 000 €. Je souhaiterais, Monsieur le maire, que soient transmis les pages rectifiées avec le détail par article, ce qui est logique puisque
En plus, les 47 millions sont en face d'un article qui, l'année dernière, devait peser pour 100 000 euros à peu près. Donc, merci de bien vouloir nous faire passer le document rectifié. Les charges financières accusent une hausse de plus de 34%. Cette hausse est l'addition de deux facteurs. Les emprunts contractés au cours des 2 derniers exercices, puisqu'on sait qu'en début de remboursement, ce sont les intérêts qui sont les plus forts, et la hausse des taux d'intérêt. Sur ce dernier point, je rappellerai que j'avais attiré l'attention l'année dernière sur le risque d'adosser les emprunts sur des taux variables en raison de la volatilité de ces index. Ce qui devait arriver arriva. L'Euribor est passé de 0,238% en juillet 2022 à 3,375% au 15 mars 2023. Je n'ai pas regardé depuis la cotation. Il a été multiplié par 14 en moins d'un an. Par ailleurs, le coût de l'encours de la dette pour la ville s'établit, selon le rapport de présentation, à 3,06%. À titre de comparaison, le coût moyen de l'encours de dette des collectivités locales est de 2,01%. Et là, c'est encore une source de la Direction générale des collectivités locales. Comme nous l'avons déjà souligné, les recettes de fonctionnement progressent de 11%. Cette progression est essentiellement portée par la fiscalité locale qui bénéficie d'une revalorisation des bases de 7%. Merci à l'État et aux parlementaires qui ont voté la loi de finances, et tant pis pour les contribuables. Cassandre prédisait un désengagement de l'État. Il n'en est rien puisque les dotations sont maintenues, voire en augmentation. La progression est aussi la conséquence de certaines décisions prises par la majorité aux dépens d'acteurs économiques. Je pense notamment à la hausse des tarifs des droits de terrasse. Pour la section d'investissement, je ne reviendrai pas sur les dépenses d'équipement qui ont été présentées lors du débat sur les orientations budgétaires. Le remboursement du capital de la dette s'accroît de 2,44%. Les emprunts souscrits au cours des 2 précédents exercices ne sont pas neutres dans cette augmentation. Rappelons que les 13 357 000 euros auxquels s'ajoutent les 605 000 euros de remboursement du capital lié au PPP pour l'enfance, soit 13 905 000 euros, ne sont que partiellement couverts par l'épargne, qui, je rappelle, est de 7,9 millions. Donc 13,9 millions, 7,9 millions. Au titre des recettes, l'emprunt nouveau est de 10 millions. En considérant que le remboursement du capital hors PPP est de 13,3 millions, le désendettement de la commune ne représente que 2,41% de l'encours de la dette. C'est mieux qu'une augmentation, nous sommes d'accord, mais il faut le ramener à sa juste valeur. Une remarque au sujet de l'encours de la dette. J'ai constaté une discordance entre le montant de l'encours des années 2020 et 2021 porté sur le tableau de la page 23 du rapport de présentation et l'encours des comptes de la commune publié par la Direction générale des finances publiques. Pour 2020, l'encours inscrit au tableau est de 130 484 000 euros contre 143 968 euros pour la DGFiP. En ce qui concerne l'année 2021, les montants sont respectivement de 136 873 euros, 136 millions, pardon, et de 149 433 000 euros pour la DGFiP. Alors, quelle explication à ces écarts? La plus vraisemblable est l'incorporation par la Direction générale des finances publiques de la dette en capital adossée au PPP pour l'enfance. Dès lors, les ratios obligatoires devraient être établis sur le montant global des engagements financiers contractés sous forme d'emprunt ou dans le cadre d'un contrat avec un tiers comme le PPP. Le ratio en cours de la dette... Il va falloir conclure, Monsieur Icard. Oui, il me reste 3 lignes. Très bien. Le ratio de la dette passerait de 165% à 183%. Le financement de la section d'investissement repose une fois de plus sur le produit des cessions d'actifs pour un montant de plus de 10 millions d'euros, en augmentation de 108% par rapport au budget de l'exercice 2022. Outre l'appauvrissement de la commune, ces recettes sont très aléatoires. Au cours des années précédentes, le conseil municipal
a été amené à voter des baisses significatives des prévisions, avec un corollaire, la suppression des dépenses d'équipement. Il se pourrait que ce soit encore le cas cette année, notamment en raison du probable abandon d'un projet. Merci. Si vous me le permettez, Monsieur le maire, je voudrais terminer le propos de Monsieur Icard et revenir juste sur un point en ce qui concerne la dette. Parce que la baisse de la dette que vous annoncez pour 4 millions, en fait, c'est un tour de magie. Dans le même temps, la commune va souscrire un nouvel emprunt de 10 millions d'euros, ce qui est relaté page 110 du rapport. C'est donc bien un tour de passe-passe. En fait, la dette annoncée pour 139 millions d'euros dans le rapport que M. Longo vient de nous faire est en réalité de 139 millions plus les 12 millions de la dette du pôle enfance, soit 151 millions hors intérêt du PPP, plus les 10 millions d'emprunts pour 2023, moins les 4 millions de remboursement, vous en êtes à 157 millions de total de dette 2023, c'est-à-dire plus de 3 millions en plus que l'état de la dette que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé aux affaires en 2014. On contre ce budget pour les raisons qui viennent d'être exposées. Merci, messieurs, pour ces interventions. Monsieur Longo va vous répondre brièvement, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Non. On va peut-être répondre déjà à ça. Oui, je vais déjà Ensuite, répondre à M. Bonnemain. Non, c'est pas un tour de passe-passe, c'est le principe, si vous voulez. Donc, vous empruntez moins, donc la dette baisse automatiquement. Donc, le montant de la dette qui est dans le budget, c'est le bon montant de la dette. Après, ce montant de la dette, si vous voulez, on fait avec depuis 2014. Moi, je rappelle que la dette de Fréjus, en 2000, elle était 85 millions. En 2005, 111 millions. En 2008, 130 millions. En 2012, 158 millions. Et en 2014, 144 millions. En même temps, donc c'est-à-dire 60 millions d'euros d'endettement en 13 ans. En même temps, il y a eu 80 millions d'euros de cession de terrain. Et en même temps, les impôts de Fréjussiens ont augmenté de 40%. Donc, si vous voulez, voilà, c'était l'état de Fréjus quand nous sommes arrivés. Donc, c'est ni, si vous voulez, de la faute de M. Rachely, ni de la majorité. Tous les matins, si vous voulez, je ne fais pas un mail à M. Léotard ou M. Brun pour les remercier de la dette. On fait avec, on essaie de continuer à investir, et c'est ce qu'on fait. Donc on a maintenu toute la dette, on a franchi les crises, tous ensemble depuis 3 ans. Donc voilà, donc on ne va pas s'auto-flageller tous les jours avec la dette. Nous, on a fait un choix, d'ailleurs c'est le principe du débat d'intention budgétaire, où pas un seul d'entre vous n'a fait une seule proposition. Donc les notes, vous les connaissez. Monsieur Poussin, vous parlez de perspective de la ville. Moi, je n'ai jamais entendu les vôtres. Vous nous parlez de frais de bouche. Non, c'est tout simplement la reprise des vœux aux Fréjussiens qui a repris. C'est tout simplement les vœux personnels qui ont repris, qui n'ont pas eu lieu pendant la période Covid. Voilà d'où est l'augmentation, mais je l'avais déjà expliqué ça. L'inégalité des associations, j'aimerais bien que vous disiez lesquelles, parce que si vous voulez, c'est tout simple, les associations fréjussiennes déposent un dossier, on regarde justement avec intérêt et le service que s'en occupe le fait très bien, il gère très bien l'argent public, donc chaque dossier est scruté, il y a un choix qui est fait. Quand ils demandent une augmentation de leur subvention, il faut qu'ils argumentent. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi et je pense que personne ne peut se plaindre. Il faudra nous expliquer quelle inégalité. Mais justement, les choix que l'on fait aujourd'hui pour faire baisser non, je voudrais que vous disiez les choix qu'il faut faire, pour faire baisser les charges de fonctionnement. Qu'est-ce que vous voulez réduire? Les travaux d'entretien dans les bâtiments scolaires, les nettoyages des bâtiments communaux, l'entretien des forêts, on ne répare plus les véhicules, on ne paye pas la prime d'assurance. Enfin, il faut que vous nous disiez là où il faut faire les économies. Oui. Ça serait intéressant d'entendre. En fonctionnement, je parle, les investissements. Les investissements, c'est pareil. Nous, les nôtres, vous les connaissez. Les pistes cyclables, on a fait des travaux de voirie. Là, on continue la plateforme. On fait des acquisitions foncières, parce qu'on parle toujours des ventes, mais on ne passe jamais des acquisitions. Près de 5 millions cette année. Il faut que vous nous disiez un peu quels sont les services dans lesquels il faut réduire le fonctionnement.
Ça serait d'ailleurs intéressant. Quant à la masse salariale, si vous voulez, à un moment, une ville comme Fréjus, avec 57 000 habitants, on est complètement dans la strate. C'est-à-dire que le personnel, ça représente 2% de la population. C'est-à-dire pour Fréjus, à peu près un agent pour 50 habitants. Sur nos voisins de gauche, ils sont un agent pour 35 habitants, et nos voisins de droite, c'est un agent pour 40 habitants. Donc Fréjus, c'est 1 pour 50 habitants, donc je ne pense pas qu'il y ait trop d'argent. Il y a un service public qui est nécessaire, qu'on maintient. Les efforts financiers ont été faits. Vous m'aviez demandé d'ailleurs lors des budgets supplémentaires, lors de ma présentation de budget, d'être très précis par rapport aux frais de personnel, ce qu'on a fait. D'ailleurs, vous voyez, hein, la DRH vous a tout expliqué. On est parti justement sur des augmentations les plus plausibles pour cette année. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait. Vous avez les chiffres pour cette année pour le personnel. Et vu la conjoncture où je pense, vous savez, si on fait le pourcentage des agents qui gagnent plus de 1 600 ou 1 700 euros, il y en a guère, si vous voulez. Donc à un moment, on ne peut pas dire qu'ils soient surpayés ou quoi que ce soit. Et on ne peut pas dire non plus qu'ils soient trop nombreux. Donc je pense qu'il va falloir trouver faire d'autres choix pour faire des économies. Donc nous, on continue, si vous voulez, alors on a des endettés de 4 millions, on pourrait mieux faire, oui, mais si vous voulez, on pourrait aussi supprimer. Par exemple, vous voyez, là, on continue à refaire la façade, on change les fenêtres. Bon, ben, on pourrait éviter, voilà, on ferait peut-être plus tard. Les écoles, on continue, on pourrait éviter. Mais ce n'est pas notre choix. Donc lors du débat d'orientation budgétaire, vous n'avez fait aucune proposition, aucune. Donc les nôtres ont été faites et elles sont retranscrites dans ce budget. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Madame Fernandez, vous souhaitiez la parole? Oui, pardonnez-moi, monsieur le maire, excusez-moi, maître. Non, vous n'avez pas la parole, monsieur. C'est Madame Fernandez qui a la parole. Vous vous êtes déjà exprimé, longuement exprimé. Non, mais monsieur le maire, pardonnez-moi. Vous n'avez toujours pas la parole, monsieur. Je ne peux pas... Madame Fernandez qui a la parole. Si elle la souhaite, sinon on va passer au vote. Vous ne la souhaitez pas la parole, madame? Je vous en prie. Oui, mais j'aimerais bien que mon collègue déjà exprimé longuement, puisse madame. s'exprimer également. Oui, mais la police des débats est faite par le maire, madame, pas par madame Fernandez. Donc, je vous propose de prendre la parole. Et vous reprendrez la parole tout à l'heure. Pour l'instant, je vais entendre tout le monde. Je vous en prie, madame. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas reprendre la longue litanie des tristes chiffres qui sont annoncés dans ce compte rendu et qui ont fait... Merci à vous. Puisque mes collègues de l'opposition l'ont déjà fait et je ne peux qu'abonder aux constats qui ont été faits. Et ce que nous cessons de faire d'ailleurs depuis 3 années. Alors le budget présente toujours les mêmes errements. Alors je ne vais prendre que quelques éléments et excusez-moi, les chiffres sont têtus. Exemple, la non-maîtrise des dépenses de fonctionnement qui continuent leur dérive. Alors j'ai entendu la réponse de M. Longo, mais c'est vous qui êtes aux affaires. 2 exemples. Les charges à caractère général avaient pris plus de 17% l'année dernière. Et cette année, elles afflatent encore de 2,7%, ce qui fait en 2 ans plus de 20%, ce qui est quand même très important. 2e exemple, la dérive de la masse salariale. Les charges du personnel qui représentaient en 2013 55% des dépenses de fonctionnement représentent aujourd'hui à peu près 60%. Vous ne retirez aucun bénéfice de la mutualisation des moyens avec l'agglomération pour alléger ce chapitre budgétaire et vous continuez à créer des emplois comme on va le voir au cours de ce conseil municipal. Donc ce qui fait une augmentation entre 2022 et 2023 de plus de 7% et ce qui est presque de 9% en 2 ans. Encore une fois, la vente du patrimoine pour désendetter la ville, plus de 10 millions cette année, aurait été une gestion saine, mais pas pour couvrir des dépenses de fonctionnement. Alors en conclusion, ce budget ne prépare pas l'avenir en laissant dériver les dépenses de fonctionnement et ne porte aucune réforme structurelle pour engager un cycle vertueux de désendettement. Je voterai contre. Vas-y. Monsieur Longo a la parole. Oui, je vais pas être trop long. Les charges à caractère général, si vous voulez, Madame Fernandez, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le carburant, donc si vous voulez, c'est les primes d'assurance, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un peu compliqué qu'elles ne subissent pas une augmentation. Mais elle n'a pas trop suivi l'actualité, je crois, Madame Fernandez. Voilà. Donc, et quant au personnel, j'ai déjà répondu. La masse salariale, j'ai donné l'autre jour les chiffres.
La seule augmentation qu'il y a eu, si vous voulez, c'est dans la direction de l'enfance et de l'éducation. Ce ne sont que des contractuels dans les ALSH et autres services. Donc on ne peut pas s'en passer. Voilà. Donc il n'y a rien de superflu. Les titulaires n'ont pas bougé. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas embauché. Voilà. Monsieur Serge, je vous en prie. Je vais me permettre de corriger un peu les chiffres sur les fluides. Vous avez toujours cet argument de dire qu'il y a une augmentation colossale. Mais si on regarde BP 2022 par rapport à BP 2023, l'augmentation des fluides est de 320 000 €. Ça n'est pas gigantesque. Alors arrêtez de prendre ça comme par avant. Si on regarde le réalisé 2022 par rapport à votre BP 2022 que vous nous avez concocté en nous faisant peur, le réalisé est de moins 1,1 million d'euros. C'est-à-dire que vous avez moins 1,1 million d'euros de dépenses de fluide de moins en 2022 par rapport à votre budget primitif. Donc arrêtez de faire peur aux gens, arrêtez de vous abriter derrière ce paravent. Tu veux ou... L'urgence, c'est tout simplement par rapport au réalisé 2022. Monsieur le maire, puisque vous m'avez invité oui, je vous en prie. À clôturer les débats, moi je voudrais répondre à monsieur Longo qui, il y a quelques minutes, vient nous dire l'opposition ne propose rien. Mais, pardon, monsieur Longo, vous avez vraiment la mémoire courte. Lors du débat d'orientation budgétaire, et au contraire, nous n'avons pas cessé de vous indiquer les pistes d'économie. Je vais vous les répéter. Vous voulez parler des travaux de voirie? On va en parler. 800 000 € pour vos travaux de réfection de la voirie derrière la mairie. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire. Je dis qu'on n'était pas forcément obligé de dépenser 800 000 € dans la pose de pavés qui sont très jolis, mais qui sont complètement une dépense somptuaire quand on a ce type de budget avec 157 millions de dettes. Travaux de voirie toujours. 1 million pour le changement de sens de circulation dans notre centre-ville pour, je cite, redynamiser le tissu commercial de la ville. Mais parlez 2 minutes avec les commerçants aujourd'hui. Ils pleurent, en clair, de ce changement de sens de circulation qui a détourné du centre-ville les chalands qui y passaient encore. Vous voulez faire des économies sur la masse salariale, mais il n'y a pas de difficulté. On a en fait, vous avez multiplié, nous l'avons dit lors du débat d'orientation budgétaire, les emplois précaires au niveau de la commune et vous avez diminué les titulaires. Vous voulez également des économies sur des frais d'études. On vient d'en parler à l'instant. 788 000 € de frais d'études pour les services techniques. 120 000 € sauf erreur de ma part de frais d'études pour le parking Vernet que vous venez d'abandonner. Bref, nous sommes déjà à 900 000 € en plus du reste. Voilà, on a déjà par ces pistes-là, mais ce sont vos choix de majorité, vos choix de dépenses budgétaires qui occasionnent déjà plus de 2 millions de dettes supplémentaires qui ne seront pas remboursées sur le capital. Voilà, vous voulez des pistes? Je viens de vous les donner. Oui, le problème, c'est qu'elles ne sont pas sérieuses. Parce que quand les pavés sont en train de se défaire dans nos rues, vous considérez qu'il faut laisser les gens trébucher sur les pavés et pas les refaire. Quand les rues sont dans un état désastreux et que c'est une évidence pour tout le monde, vous nous expliquez qu'il ne faut pas le faire. En fait, vous êtes les élus de l'immobilisme, ceux qui ne veulent absolument rien faire, jamais, sauf critiquer et surtout ne jamais rien proposer, parce que c'est l'habitude qui est la vôtre, et c'est votre rôle quelque part, il n'y a pas de difficulté majeure, on comprend ça, on entend ça, on attend ça même de vous. Je serais, moi, triste, je dois vous le dire, de ne pas avoir quelques opposants de votre qualité venir nous expliquer à quel point ils sont brillants. En 3 minutes, il nous a fait 1,5 million d'économies sur un budget de 140 millions d'euros et il nous explique qu'il est un excellent mathématicien, un excellent gestionnaire. Je trouve que tout ça n'est pas très sérieux. La réalité, on en a déjà parlé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, nous en parlons encore dans le cadre de ce budget, c'est un budget qui est à la hauteur de l'attente, je crois, des Fréjussiens, qui est à la hauteur d'une commune telle que la nôtre. Et je veux féliciter d'ailleurs aussi bien les services, les équipes qui travaillent sur ce sujet depuis maintenant plusieurs mois, que Gilles Longo qui pilote ça
en tant qu'élu et qui pilote ça avec beaucoup de brio et beaucoup de talent. 700 000 € en faveur de l'action sociale portée par Nassima Barkala et le CCAS, l'a été dit, en faveur des plus démunis, en faveur des seniors. Gilles vous a parlé il y a quelques instants que nous continuons notre développement dans le domaine de la mise en valeur de l'archéologie avec la plateforme romaine. Je n'ai pas entendu vos félicitations pour le musée archéologique départemental. Je sais qu'elles ne viendront jamais. Je m'en doute. Vous avez même été capable, dans la presse d'ailleurs, de critiquer la manière, le moyen de décision. On vous a entendu hurler pendant des semaines et des semaines, pendant des mois, avec des pétitions nous expliquant que le maire faisait rien. Le maire, pendant que vous parlez, il travaille. Pendant que vous pétitionnez, le maire, il travaille. Et pendant que vous discutez entre vous, le maire, il est avec ses partenaires, avec son président d'agglomération, avec le président du département, et il fait en sorte que ce que personne n'a jamais réussi à faire jusqu'ici, en tout cas certainement pas mes prédécesseurs, eh bien nous le faisons, et pourtant nous ne sommes pas des amis politiques, ni du président de l'agglo, ni du président du département. Gardez donc vos leçons, et de bonne gestion, cher monsieur, et de leçons politiques. Nous continuons avec le skatepark et la rénovation de nos équipements sportifs. Oui, monsieur Poussin, nous allons faire revenir le foot à Fréjus et il y aura un grand stade à Fréjus pour accueillir les centaines de jeunes qui sont essentiellement d'ailleurs des jeunes modestes, issus de familles modestes. Et je suis heureux que ces jeunes de familles modestes puissent avoir des stades neufs, aujourd'hui à la base nature, demain probablement portés par l'agglomération ailleurs. Et nous les portons d'ailleurs sur toute l'agglomération avec le président de l'agglo, que ce soit aux Adrets, ça a été annoncé demain à Roquebrune. Oui, nous faisons en sorte que les jeunes fassent du sport et nous l'assumons totalement. Et vous devriez d'ailleurs nous soutenir dans ce cadre parce que bien souvent, ce sont des jeunes issus de quartiers qui ne sont pas franchement favorisés. Bien sûr que nous allons continuer à rénover la voirie. C'est une attente de la part de la population qui est une évidence absolue. L'intégralité du parc, d'ailleurs, de voirie avait été abandonnée depuis 10 ou 15 ans et grâce à nous, grâce à notre énergie, grâce à nos investissements, depuis maintenant de nombreuses années, il est vrai, nous arrivons en effet à remettre les routes en bonne marche, en bon ordre, avec un circuit de qualité. Oui, nous allons continuer à agir dans le domaine de la sécurité. Et nous marchons sur nos deux jambes, monsieur Poussin. Il n'est pas question de faire du tout vidéoprotection. Nous continuons à augmenter le nombre d'agents de la police municipale chaque année d'au moins 1 ou 2, et ce depuis 10 ans. C'était un objectif que nous avions fixé, c'était un engagement que nous avions pris, et nous le tenons, nous le réalisons, et nous allons continuer d'ailleurs dans les prochaines années à tout faire pour nous battre contre l'insécurité, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'insécurité du quotidien, mais aussi de ceux qui s'en prennent à la police, de ceux qui s'en prennent à tout ce que représente notre République, et il y en a beaucoup dans vos amis politiques, malheureusement. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Gilles sur les investissements pour la performance énergétique, dont nous voyons les résultats aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup investi et évidemment les frais d'électricité sont relativement stabilisés en dépit des hausses parce que nous avons investi, parce que nous avons fait du relamping dans les écoles, parce que nous avons posé des panneaux photovoltaïques sur les écoles là encore, etc., etc. Je ne reviens pas sur les pistes cyclables qui est la vieille obsession de M. Bonnemain, mais nous avançons et de manière, je le crois, extrêmement dynamique sur ce sujet. Gilles a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il a parlé de l'augmentation farouche de la dette en à peu près une quinzaine d'années avant que nous arrivions aux affaires et de l'augmentation massive, là encore, des impôts en une quinzaine d'années quand nous n'étions pas aux affaires. Aujourd'hui et depuis 10 ans, qu'est-ce qu'il se passe? La dette est stabilisée. En réalité, elle est stabilisée avec des investissements massifs pour l'avenir de la ville qui ont été portés par la ville, par l'agglomération. Et le tout sans une seule augmentation d'impôts pour les Fréjusiens. Alors je veux vous dire que oui, je veux le dire à l'ensemble de ceux qui siègent à mes côtés depuis maintenant 3 ans, nous pouvons être fiers de nos réalisations et fiers de ce budget 2023. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? C'est bien noté. Le budget est donc, c'est noté, le budget est donc adopté. Je laisse la parole à Monsieur Longo pour la question numéro 9.
Merci, monsieur le maire. Le concessionnaire du port de Saint-Égulphe peut délivrer un contrat d'occupation de longue durée à des fins commerciales avec le consentement de l'autorité concédante, à savoir la ville. La société du port de Saint-Égulphe, après avoir réalisé les mesures de publicité préalables, souhaite mettre à disposition de la société JBL Diving, représentée par madame Julie Bolo, le local numéro 5 d'une superficie de 48 m² pour la vente et la location de matériel et vêtements se rapportant aux activités de club de plongée jusqu'au 31 décembre 2028. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. La question numéro 10, c'est la convention de mise à disposition du personnel du SDIS pour assurer la surveillance de la baignade et les premiers secours sur nos plages. Vous avez tous les détails dans la convention. Je suppose que ça pose évidemment pas de problème. On peut en profiter pour saluer l'action des pompiers dans ce cadre et de manière plus générale d'ailleurs. Pas d'opposition ni d'abstention, je vous en remercie. Sonia, pour le recensement et la rémunération en fait des 10 agents recenseurs. Voilà, c'est ça. J'ai tout dit, tout était dans le titre. Des agents recenseurs. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. La modification du tableau des effectifs, Karine? Merci, monsieur le maire. Oui, la présente délibération a pour objet la modification du tableau des effectifs suite à la création d'emplois correspondant au recrutement de 3 gardiens brigadiers, la création de 2 emplois d'adjoints du patrimoine et 3 réussites au concours d'accès d'ATSEM principal de 2e classe. Oui, monsieur Poussin, quand on sait lire, on voit qu'il y a 3 gardiens de brigadiers supplémentaires. Donc c'est pas tout pour la vidéoprotection, c'est aussi sur le terrain des hommes et des femmes qui se battent pour la sécurité. Quelle ambition! Pour la sécurité à Fréjus. Quelle ambition! Vous devriez nous féliciter. Vous qui vouliez envoyer, je me souviens, il y a quelques années, l'armée à la gabelle, parce que vous changez vite de philosophie, vous. Ah non, non. Je vous avais entendu dire ça il y a quelques années, vous m'aviez fait un peu rire, mais pas que moi d'ailleurs, à mon avis. Pas d'opposition ni d'abstention, merci beaucoup. La question numéro 13, sur la création d'un emploi de responsable du service écologie citoyenne. Là encore, on voit qu'on continue à avancer dans le domaine de l'écologie, de la citoyenneté et du développement durable, et je m'en réjouis, avec un service qui travaille bien sur ces sujets, coordonné par Ariane Karbowski, qui fait de l'excellent travail. J'ai tout dit, Karine, non? Parfait. Alors, pas d'opposition ni d'abstention. Monsieur le maire, excusez-nous. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Madame Fernandez. Ah, c'est vous qui levez la main pour elle? Non, nous avions... Mais tant que je vous vois, c'est l'essentiel. Hein. Vous êtes en quelque sorte son tuteur. Non, il est simplement galant, monsieur le maire. Oh. J'ai 2 observations sur cette délibération, mais je pensais que votre adjointe allait prendre la parole pour nous la présenter. Donc, Eh bien, c'est moi, vous voyez. Oh ben, écoutez, Alors, 2 observations. Une des faiblesses du budget, nous l'avons évoqué tout à l'heure, est sa masse salariale qui ne cesse de grossir. Et voilà que vous nous proposez aujourd'hui la création d'un nouveau poste. Alors, je vais le dire de manière très claire, on a tous à cœur l'action environnementale et son développement. Cette question n'est pas un sujet de polémique. Mais pourquoi créer ce nouveau poste de responsable du service écologie citoyenne, alors que l'agglomération s'est vue transférer des compétences en matière environnementale et qu'il existe déjà dans l'organigramme de la ville un service transition énergétique et technique durable. Alors pour se faire une vraie opinion, il aurait fallu connaître les effectifs et les missions que ces différents services font à l'égard de l'action environnementale, tant au niveau de la mairie qu'au niveau de l'agglomération, parce que force est de constater que des actions potentiellement redondantes vont être menées entre ces différents services. Et ma deuxième remarque, pourquoi mettre aujourd'hui cette question à l'ordre du jour? Car manifestement, ce poste est déjà créé et pourvu, parce que quand on regarde l'organigramme de la ville, mise à jour à février 2023, je vois que ce poste, écologie citoyenne, est déjà créé et déjà pourvu à monsieur Victor Décugis. Alors j'aimerais savoir si on est juste là pour nous demander de régulariser une situation de fait. Tout ratatou, le contraire de tout, Madame Fernandez. Ça, c'est votre philosophie générale. Donc vous nous expliquez qu'il ne faut pas créer le poste parce qu'on augmente de ce fait la masse salariale, mais que dans le même temps, le poste a été créé en 2020. En même temps, vous me direz, vous allez bien avoir raison sur l'une ou l'autre de vos affirmations. Effectivement, le poste a été créé en 2020, sauf que
la dame qui était à la tête de ce poste est à un autre poste aujourd'hui, que le monsieur qui vient d'arriver est un contractuel et que donc il faut une délibération pour qu'il puisse avoir de fait qu'il soit encadrant. Et voilà, vous savez tout. Non. Donc finalement, ça va pas. Du coup, on n'a pas recruté, donc vous êtes contente. Comment ça se passe? Dites-nous tout, qu'on comprenne un peu mieux. Aujourd'hui de créer un poste qui manifestement est déjà créé, monsieur le maire. C'est une régularisation administrative, madame. Voilà. Voilà. Mais merci, monsieur le maire. Parce que la personne avant était fonctionnaire et là, le monsieur qui vient de prendre le poste est contractuel. Voilà. Donc pour qu'il puisse encadrer, il y a besoin de cette délib. Voilà. C'est limpide, monsieur le maire. Mais alors, j'ai juste une petite question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans les projets de délibération? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre votre explication très, très claire, limpide, pour enfin comprendre le sens de cette délibération? Ce qui va bien s'énonce clairement, comme dit l'autre, il suffisait de le mettre dans le projet de délibération. Vous savez, on a aussi appris à lire, curieusement. Mais parce que, étonnant, parce que cher monsieur Bonnemain, quand vous ne comprenez pas... Cher monsieur Rachlin. Quand vous ne comprenez pas, je suis là pour vous expliquer, voilà pourquoi. Ah, ben voilà. Et là, je vous explique, et comme vous avez compris, on vote pour et on passe au sujet vous suivant. savez quoi, la prochaine fois, donc, sans vous être désagréable, si vous pouvez l'expliquer avant monsieur juste... Bonnemain, chacun son tour, s'il vous plaît. Voilà, on fait comme ça. Donc, je vous ai expliqué, vous avez compris, c'est merveilleux. On passe au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Personne. Abstention de monsieur Poussin, qui vote contre l'écologie citoyenne, en toute cohérence, en toute logique. C'est absolument merveilleux. Et on peut passer à la question numéro 14, avec la convention entre la ville et les œuvres d'Orphéopolis. Et c'est madame Leroy qui la rapporte. C'est une nouvelle version des LFI, contre l'écologie citoyenne et pour l'armée dans la gabelle. C'est assez amusant. Inattendu, plutôt. C'est pas trop dans la parce qu'en fait, c'est pas très drôle. Merci, monsieur le maire. La présente délibération a pour objet la mise en place d'une convention entre la ville de Fréjus et les œuvres d'Orphéopolis, qui est une association fondée par et pour les policiers dans le but d'apporter un soutien social aux policiers et leurs familles en cas de décès ou d'accident. Il est donc proposé d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une excellente initiative, de toute évidence. Monsieur Bonnemain, vous souhaitez la parole? S'il vous plaît, monsieur le maire. Mais je vous en prie. Je voulais qu'on puisse nous expliquer l'apport de cette convention par rapport aux conventions déjà existantes avec la Mutuelle Verte. Est-ce que madame Leroy sait la différence? C'est pas madame Leroy qui devait rapporter cette question en l'absence de Cédric Imbert. J'imagine que ça doit être un régime qui est beaucoup plus favorable à ces agents. Voilà, alors que ce n'est pas le cas avec la Mutuelle Verte. Et donc, en fait, on a un premier niveau qui est applicable à tous les employés communaux, la Mutuelle Verte, et un régime supplémentaire dérogatoire au profit des policiers municipaux. C'est ça, c'est un régime spécifique pour les policiers municipaux, considérant qu'ils ont un risque particulier dans le cadre de leur action. Ils sont particulièrement exposés, il est vrai. Bien. Merci. Mais je vous en prie. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. La question numéro 15, monsieur Marchand. Non, ça va. Alors, merci monsieur le maire. Monsieur le maire, permettez-moi de résumer les mesures que nous allons prendre dans les délibérations de 15 à 19 pour une meilleure compréhension. Je vous permets. Donc, je vais commencer. La régie des stationnements est un établissement public à double visage, ce qui est normal pour Fréjus, vous me direz. Elle gère à la fois des missions de service public administratif, le SPA, qui gère les eurodateurs, et le service public industriel et commercial, le SPIC, qui gère là les parcs de stationnement à barrières. Sachant que la régie doit d'une part garantir l'équilibre budgétaire du SPIC sans avoir recours à un éventuel excédent budgétaire du SPA, et d'une autre part permettre au SPIC de retrouver une marge de manœuvre financière suffisante pour lui permettre de financer par voie de l'emprunt la réalisation d'un parking en bord de mer. Il a été décidé de prendre les mesures suivantes. S'agissant du SPA,
Nous vous proposons une augmentation du montant de la redevance versée pour l'occupation du domaine public dans le cadre de la mission du SPA. Vous le verrez, ça correspond à la question numéro 15 des délibérations. Dans le cadre du SPA, il a été décidé donc de modifier la convention de gestion du stationnement sur voirie afin de permettre à la régie de reverser à la ville les recettes totales de la redevance immédiate, donc des eurodateurs, soit 1 050 000 €. La régie refacturera à la ville le montant annuel des charges liées à l'exploitation qui s'élève à 310 000 €, soit une recette nette pour la ville de 740 000 € pour l'exercice 2023. Deuxièmement, les mesures à prendre s'agissant du SPIC, donc la gestion des parcs à stationnement avec barrière. Au vu des futurs investissements pour la construction d'un parking souterrain en bord de mer, il est nécessaire de diminuer le montant de la redevance d'occupation versée dans le cadre des missions du SPIC et de modifier les conditions d'exploitation du parking Agricola. Premièrement, la diminution du montant de la redevance versée pour l'occupation du domaine public dans le cadre de la mission du SPIC qui correspond à la question numéro 16. Pour pouvoir permettre au SPIC d'être voté en équilibre réel tout en recourant à un emprunt pour la réalisation d'un parking, il est envisagé de modifier par avenant l'actuelle convention d'occupation afin de réduire le montant de la redevance versée à la ville, soit une recette de 2 000 € sur l'exercice 2023. Deuxièmement, le transfert du parking Aubenas qui correspond à la question numéro 17, 18 et 19 de ce Conseil. Il a été également donc décidé de passer les avenants consistant à transférer à la ville la charge annuelle de la location du parking Aubenas. Cette charge annuelle, vous la connaissez pour la ville, s'élèvera donc à 660 000 € par an à compter de l'exercice 2023. En contrepartie, la ville percevra d'une part de la régie la totalité des recettes encaissées, soit 145 000 €, déduites des charges de 35 000 € liées à l'exploitation, soit 110 000 €. Et d'autre part, une redevance du Parc Invest pour un montant de 16 600 € qui correspond à l'AOT, soit une recette nette pour la ville de 126 600 €. Pour résumer, les recettes pour la ville s'élèveront, donc pour le SPA, vous l'avez vu tout à l'heure, à 740 000 €, pour le transfert d'Aubenas à 126 600 € et pour le SPIC, 2 000 €, soit un montant de 868 600 €. Et pour les dépenses, donc pour le SPA, 122 000 €, le transfert d'Aubenas coûtera 660 000 € et pour le SPIC, 83 000 €, soit des dépenses à hauteur de 865 000 €, soit un résultat positif de 3 600 €. Donc vous voyez que pour la ville, c'est pratiquement à l'équilibre. On gagnera un petit peu. Je veux rappeler aussi que pour le parking Aubenas, la régie a versé des loyers à hauteur de 4 364 505 € depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, et qu'à l'issue de la période contractuelle, soit en janvier 2039, le parking Aubenas reviendra en pleine propriété à la ville de Fréjus. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Si vous avez des observations, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que monsieur Marchand a dit, à savoir que le SPIC est soumis au régime de la TVA et qu'aujourd'hui, la régie, dans le cadre de ce qu'on appelle la cascade de TVA, la régie récupère la TVA payée sur le loyer, c'est-à-dire à peu près 110 000 € par an de TVA récupérée. Or, demain, c'est la commune qui va se substituer. La commune n'exploite pas un service à caractère industriel et commercial, et donc les 600 000 € de loyer seront nets. La commune perdra 110 000 € de TVA qui ne pourront pas être récupérés.
c'est quand même pas une excellente affaire. Ce qui n'est pas une excellente affaire, c'est le montage de ce parking, monsieur Icard. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je m'arrête là. Oui. Oui, avec votre permission, monsieur le maire, je rebondis sur l'intervention de monsieur Icard. Parce qu'en fait, parlons de bonnes affaires, toutes ces délibérations visent finalement à baisser artificiellement les charges de la régie pour lui permettre de présenter un bilan sous les meilleurs auspices aux banques qu'elle doit désormais solliciter pour le financement d'un seul parking, celui que vous projetez, place de la République, en pleine zone submersion marine. Donc la régie, qui devait devenir propriétaire du parking Aubenas, va perdre cette propriété et vous allez transférer la charge financière de cette location à la ville. En fait, vous persistez et vous signez dans ce qui est évidemment une erreur, et une erreur d'orgueil en plus. Parce que vous savez pertinemment que vous ne placerez pas plus de 250 véhicules place de la République. Ça, ce sont les études techniques qui vous l'enseignent actuellement. Vous êtes à R-1, peut-être R-2, et c'est pas certain. Le coût de réalisation de ce parking est déjà un gouffre financier. Alors, personnellement, et M. Icard non plus, nous ne voulons pas participer à ce fiasco financier qui est annoncé, et donc nous voterons contre l'ensemble de vos délibérations 15 à 19. Bien, c'est noté, monsieur Serre, je vous en prie. Oui, j'adhère tout à fait aux propos de M. Bonnemain et je me permets de vous rappeler un débat qu'on avait eu il y a quelques mois lors d'un conseil municipal où je vous avais dit que la régie, le EPL, n'était pas en capacité de financer de parking. On en voit la démonstration évidente. Et en plus, vous arrêtez le parking Paul Vernet. Donc la régie EPL, on voit, n'est même pas capable de financer un seul parking. Donc la prochaine fois, vous me répondrez peut-être avec moins d'arrogance. Je ne me souviens pas avoir été désagréable avec vous. Pourtant, j'aurais toutes les raisons de l'être, objectivement. Mais je crois rester courtois et plutôt sympathique, cher monsieur Serre. Il y a d'autres observations? Non, je pense que monsieur Marchand a très bien résumé. L'EPL va être en capacité de faire ce qu'elle a à faire. Et évidemment que nous allons arriver à faire ce parking place de la République avec le nombre de places que j'ai annoncé, au plus près d'ailleurs, je l'ai déjà dit, des commerces, de l'activité économique. La mauvaise affaire, il faut bien le dire, c'est l'affaire qui avait été conclue à l'époque dans le cadre de ce parking Aubenas qui, en plus de ne pas fonctionner, n'est pas, on le voit bien, au cœur de l'activité, si bien que les gens vont à Paul Vernet plutôt que d'aller à Aubenas, et qu'il faut bien le dire, il est assez cher. J'ai d'ailleurs lancé une série d'initiatives pour renégocier ce contrat qui m'apparaît comme étant assez défavorable à la commune. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a donc j'ai compris qu'il y avait des votes contre. Nous adoptons, nous, ces délibérations, aussi bien la 15, enfin si vous voulez bien, hein, bien sûr, messieurs, dames, la 15, la 16, la 17, la 18 et la 19. Les délibérations sont adoptées en dehors des quelques votes contre qui ont été indiqués. Et nous passons à la question numéro 20. C'est Madame Plantavin qui a la parole. Christelle. Merci, Monsieur le maire. Je t'en prie. Bonsoir à tous. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Il s'agit du renouvellement de la convention de partenariat entre la ville de Fréjus et l'association le Rotary Club de Fréjus les Bouches de l'Argent. Vous retrouverez 6 juin les conditions d'organisation des 2 foires commerciales de Fréjus-Plage avec un avenant qui nous permet une amplitude de dates. Et permettez-moi, si vous le voulez bien, d'indiquer la prochaine foire du Rotary, le jeudi 18 mai, Monsieur le maire. Merci. C'est bien noté à vos agendas, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. Nous avons une délibération relative à la modification des conditions de fonctionnement du marché saisonnier de Port-Fréjus. Tout simplement, Monsieur le maire, il s'agit d'approuver l'organisation en régie et le lieu d'exposition à Port-Fréjus, les différentes places attenantes, ainsi que la périodicité.
Très bien. Des déplacements de marché de plein vent pour la période juillet-août, puisqu'il y a le marché nocturne, c'est ça, je crois. Il y a plusieurs manifestations, monsieur le maire, comme chaque année. Voilà, l'American Day, les fêtes foraines, juillet-août, et qui permettent donc d'autoriser les déplacements des marchés. Vous avez un joli petit tableau, si joint. Très bien. Encore une... Ah, je vous en prie, si vous souhaitez... Non ? Abstention, d'accord, c'est noté. Question numéro 23, Christelle. Alors ça, c'est le marché nocturne et le jeu concours, c'est pour la 3e année. Et l'édition 2023 change un petit peu de principe. Le concours est modifié puisqu'il y aura un jury avec une grille d'annotation, avec un gagnant pour Fréjus-Plage et un gagnant pour Port-Fréjus. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste une question sur... ça fait à peu près 3 ans qu'on a ce jeu concours. Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience sur l'attractivité, ce que ça apporte réellement? Bref, ce qu'on appelle une étude d'impact. Bien sûr, monsieur le maire, si vous voulez bien. Ah oui, bien sûr, on pourra avoir... Déjà, le but premier, c'est né pendant l'activité Covid, et c'était pour donner un petit peu une dynamique, et puis conformément également à l'e-commerce et à cette technicité par le QR code, de faire voter les gens, de participer, de les impliquer sur une dynamique sur le marché nocturne, et d'avoir une démarche RSE, d'essayer de changer un petit peu les choses. Et pour les commerçants, eux, de s'impliquer. Je vous rappelle que c'est sur la base du volontariat qu'ils s'inscrivent, et ça leur permet d'être motivés pour gagner, je vous le rappelle quand même, un mois gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Et puis cette année, nous avons un petit peu changé les choses et nous allons donc avoir un jury qui va donc participer au marché nocturne et déambuler pour élire les plus beaux stands. Voilà. Très bien. La question numéro... Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. La question numéro 24. Monsieur Longo, vous avez la parole. Comme chaque année, il vous est demandé de prendre acte du rapport annuel des délégataires de la plage naturelle de Saint-Égulphe. Comme certains ont tardé à rendre à l'administration leurs chiffres, il vous présente aujourd'hui le rapport de l'année 2021, donc une année où nous subissions la pandémie. C'est pour cela que les délégataires ont bénéficié d'une remise sur leur redevance. Concernant les 3 kiosques et les 2 bâtiments matelas parasols de la Grande Plage, soit les lots 9, 11, 14, 10 et 13, leur chiffre d'affaires a augmenté entre 18 et 31%. Leurs charges d'exploitation entre 10 et 29 et les dépenses de personnel ont évolué d'environ 10%. Concernant les lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la Galiote, soit les lots des terrasses de la Galiote, il est difficile de définir quelle part de leur chiffre d'affaires est fait sur la partie concédée. Je vous laisse donc prendre acte de leurs chiffres. Bien, est-ce qu'il y a des observations? On prend acte donc. La question numéro 25. Oui, monsieur le maire, le sous-traité d'exploitation du lot 5 de la Galiote a été attribué par délibération du conseil municipal du 23 février 2021 à la SAS RT Côté Plage, représentée par monsieur Fonseca. Le 23 août 2022, maître Becker informe monsieur le maire de l'apport d'actions de la société RT Côté Plage au profit de la société Coach-Lonta Investissement. Cette dernière a ensuite cédé l'intégralité des actions au profit de la société H2.0, représentée par son président, monsieur Salvatore Roberti. Il vous est donc demandé d'accepter les modifications intervenues dans l'actionnariat de la SAS RT Côté Plage. Bien, pas de problème, on prend acte là aussi, je crois. Ok. Maintenant, il faut demander l'autorisation. Ah oui, il faut demander l'autorisation, pas d'opposition ni d'abstention, je vous remercie. Question numéro 26. Merci, monsieur le maire. La concession de la plage naturelle de Saint-Égulphe arrive à échéance après la saison 2024. La ville souhaite la renouveler pour 10 ans à partir du 1er janvier 2025. Le projet d'aménagement prend en compte la nouvelle règle des 20-80, qui signifie que l'on ne peut utiliser que 20% du linéaire et laisser 80% au public. Elle prend en compte aussi les nouvelles directives qui imposent que 60% du lot soit dédié à l'activité balnéaire et 40% du lot à la restauration. Il y aura donc dans le futur projet de concession 6 lots et une surface de 1000 m² destinée à accueillir des événements ponctuels et des animations. Il y aura 3 lots de 52 m², dont 28 m² de terrasse et 24 m² de carrés bâtis. Les bâtis ont été agrandis par rapport aux actuels afin d'y insérer une zone de stockage et de tri pour les poubelles. Il y aura aussi 2 lots de 1292 m², soit 782 m² de matelas et parasols et 510 m² de bâtis. Et enfin, un lot de 600 m² de matelas et parasols, dont un bâti fermé de 24 m². Il y aura 3 WC, 3 postes de secours, ainsi que 5 douches publiques, ainsi que des accès handicapés aux différents établissements.
Ok, pas de problème, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Question numéro 27, Monsieur Bourdin a la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc, le projet d'aménagement de la promenade des Bains, comprise entre le pont d'Arcole et le rond-point de la première armée française Rhin et Danube, se trouvant inscrite aux abords d'un monument historique implanté sur la commune de Saint-Raphaël. Donc il convient d'autoriser, Monsieur le Président, SRL Côte d'Azur Agglomération ou le conseiller communautaire délégué à déposer un permis d'aménager. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser, Monsieur le Président, ainsi ou le conseiller communautaire délégué à déposer un permis d'aménager dans le secteur de Fréjus-Plage. Ok, pas de... Oui, je vous en prie. Je remercie M. Bourdin pour la clarté de son exposé. Et évidemment, connaissant déjà ma réponse, nous voterons contre. Merci. Contre aussi. Très bien. La délibération est adoptée. Question suivante, la 28. Oui, donc là, il s'agit d'une cession d'une emprise foncière dans le quartier de Saint-Égulphe. Madame Émilie Sux, propriétaire de la parcelle cadastrée BX 465 au 206 rue Maurice Ravel à Saint-Égulphe. Madame Sux est rapprochée donc de la commune afin de proposer l'acquisition de cette parcelle d'une emprise foncière de 82 mètres carrés. Cette emprise, le service des domaines a... Baisse un peu ton micro, Michel, s'il te plaît. Pardon ? Baisse un peu ton micro, on ne t'entend pas. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 8 200 €. Madame Suc a accepté ce prix ainsi que la totalité des frais. Donc, par ailleurs, cette emprise fait partie du domaine public de la commune. Il s'agira de le mettre dans le domaine privé de la commune et l'intégrer dans le domaine privé de la commune. Il est proposé... Oui, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai, ça. Il est proposé au conseil municipal de prononcer la désaffection du domaine public et le déclassement de ladite emprise du domaine public communal, de dire que le détachement de ladite emprise du domaine public non cadastré fera l'objet d'un document d'arpentage à intervenir et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte authentique. Maître Grillet sera le notaire qui officiera pour les frais de notaire. Voilà. Ok, pas d'opposition ni d'abstention. Merci beaucoup. Question numéro 29. Oui. Là, il s'agit d'autoriser la SEM de Fréjus Aménagement à déposer toute autorisation d'urbanisme sur la parcelle communale dans le quartier de Sainte-Croix. Par délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal a autorisé la cession de la parcelle cadastrée AZ76 d'une surface d'environ 1783 avenue du 15e corps à la société d'économie mixte, la SEM de Fréjus Aménagement, au prix de 770 € en vue de la réalisation d'un programme immobilier de logement et de commerce. La SEM Aménagement n'étant pas propriétaire à ce jour du terrain, elle sollicite à présent l'autorisation de déposer toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet exposé ci-avant. En outre, elle confirme la volonté d'acquérir cette propriété et de signer l'acte définitif avant le 29 décembre 2023. Voilà, d'autoriser la SEM Aménagement à déposer tout. Ouais, bon. Parfait, merci beaucoup. Je précise que M. Longo ne prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. La question numéro 30, M. Bourdin, toujours. Alors, donc, il s'agit de la cession du parking dit de la Porte d'Hermès, quartier de Fréjus-Plage. Par délibération du 24 novembre 2022, le conseil municipal a autorisé le lancement de la procédure de cession du parking de la Porte d'Hermès à Port-Fréjus. Ce terrain, d'une superficie d'environ de 5134 m², est occupé par un parking public de 139 places sous gestion d'établissement public, l'EPL. L'acquéreur aura pour charge de réaliser en sus du parking nécessaire à son programme de logement un parking public de 200 places environ avec locaux techniques. La procédure de mise en concurrence a été effectuée, affichage à l'hôtel de ville, annonce sur le site internet de la ville, courrier aux promoteurs locaux. Il en résulte de cette procédure que 33 candidats ont fait la demande des cahiers des charges. Seulement 12 ont répondu. Le contenu de leur dossier devait respecter les conditions fixées par le conseil municipal, capacité technique, financière, motivation et référence. Après analyse des candidatures, 3 candidats ont été admis. Il s'agit des candidats Cogedim, Sogeprom et Bouygues. Les 3 candidats ont déposé leur projet et leur offre dans les délais impartis. Ainsi, la commission a analysé l'offre des 3 candidats. Ainsi, il s'avère que seule la proposition de Cogedim répondait en totalité aux critères attendus et a obtenu la note la plus favorable. Le projet de Cogedim consiste à la création d'un ensemble immobilier de 6 495 m² de surface de plancher, dont 6 345
de surface de plancher affectée à une résidence senior et 150 m² pour un local commercial situé au rez-de-chaussée. L'immeuble comporterait également 101 logements. L'offre de prix pour l'acquisition du terrain communal est de 8 190 €. Pour les 213 places de stationnement public réparties sur un niveau en sous-sol de 120 places et un au rez-de-chaussée de 93 places, le prix suivant a été proposé de 4 970 000 €. Le service des domaines avait estimé la place un peu moins chère, étant donné ce montant est inférieur au prix de la construction actuelle dans les parkings situés au bord de mer. Pour référence, le parking de Place Vermet faisait état d'un prix à 29 750 €. Le fonctionnement proposé par ce parking public, lequel sera complètement indépendant de la résidence senior, permettra une gestion autonome et sans aucune mixité d'usage entre le privé et le public. Le projet prévoit également un enfouissement du poste de relevage des eaux usées existant sur ce site. Voilà. Alors ensuite, donc il est donc proposé au conseil municipal de décider le principe de la vente du parking dite de la porte d'Hermès, d'autoriser la signature d'une promesse de vente sous les conditions suspensives de droit commun. Vous avez toute la liste, ça je ne vais pas vous les dire en totalité. Il s'agit de décider l'acquisition du parking de 213 places qui sera livré brut de décoffrage hors d'eau et hors paire à l'arrivée des fluides en attente pour la somme de 4 970 000 €. De dire que la ville procédera à l'acquisition de ce parking au prix supérieur estimé par les France Domaines. D'autoriser Cogedim ou toute société annexée à pénétrer sur le terrain pour réaliser les études nécessaires. D'autoriser Cogedim ou toute société amenée à se substituer à déposer un permis de construire. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la promesse de vente. D'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'enquête publique. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à prescrire l'enquête publique au préalable au déclassement du parking. De dire que le déplacement du poste de relevage des eaux usées existant sur le site sera à la charge de Cogedim. De dire que les frais liés à la cession seront pris en charge par l'acquéreur. De désigner Maître Grillet, notaire à Saint-Igulf. Parfait, Michel. De l'acte. Nickel, impeccable, pardon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, je vous en prie. Bien. Alors, voilà une, pour le coup, très mauvaise affaire que vous vous apprêtez à signer avec une gourmandise assez consommée. Je résume. Nous allons revendre le terrain pour 8 millions. Mais nous allons racheter notre propre parking, puisque c'est un parking, pour 5 millions d'euros, c'est-à-dire au prix de 23 300 € la place. C'est-à-dire encore plus de 3 300 € du montant estimé par les domaines. Donc, nous allons payer cet aménagement pour 213 places. 3 300 fois 213, ça fait grosso modo 700 000 €. 700 000 € de trop. Pour information, les places de parking dans le secteur privé sur Fréjus-Plage se négocient actuellement 25 000 € en fourchette haute. Et pour rappel, nos propres estimations permettaient d'établir un parking silo à cet endroit pour 350 véhicules au prix de 4,5 millions. Et nous restions propriétaires du terrain. La comparaison avec les prix du parking Paul Vernet que vous invoquez n'a aucun sens. Vous n'allez pas le construire compte tenu de son coût. Et de toute façon, ce n'est pas du tout le même projet architectural. Bref, là encore, nous sommes contraints, excusez-nous, mais de voter contre, tellement cette opération est une très mauvaise opération financière. C'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Monsieur Poussin. Pardon? Également sur cette délibération. D'accord. Sur question 30. Merci. Oh non, vous n'allez pas faire ça quand même, monsieur Serre. Ah bon, d'accord. Parce que là, quand même, faut pas exagérer. Madame, qu'est-ce que vous faites, vous, madame? Parce que, alors, vous, on ne sait jamais, hein. C'est pour, contre... De répondre, je vous dis clairement que je vote contre. Ah, vous avez pour voilà. habitude de passer d'une délibération à un autre sans laisser le temps aux élus de répondre. Existez voilà, un peu. Déjà que vous venez jamais au conseil municipal, quand vous venez, j'aimerais bien entendre votre voix.
Bon, non, là, on fait évidemment quelque chose qui répond en tout point aux besoins de la ville. Je saurais, non seulement la ville va je saurais obtenir... souligner ça lorsque vous êtes absent du conseil. Non seulement la ville va obtenir un parking de 213 places, alors qu'il y a 130 places aujourd'hui, mais encore, nous réalisons une résidence senior dont nous avons évidemment besoin sur notre territoire. Donc, j'y vois évidemment que des avantages. Et donc, nous allons voter pour cette délibération. Nous avons noté vos abstentions et vos oppositions. La délibération est adoptée et c'est M. Bourdin, à nouveau, qui a la parole pour la convention de mise à disposition à titre gratuit pour des projets contribuant au développement de la nature en ville, de jardinières en fait, oui, que nous allons mettre devant chez un certain nombre de personnes qui vont eux-mêmes les entretenir, contribuant ainsi au développement de la verdure dans le quartier d'abord du centre-ville, je crois. C'est ça. Et une convention pour 3 ans. Une convention pour 3 ans. J'ai bien résumé, Michel? Parfait. Parfait. Alors, si vous en êtes d'accord, on procède au vote. Ni opposition, ni abstention. Oui, juste une observation quand même, si ça vous ennuie pas trop. Non, mais enfin, on a cette délibération qui arrive au Conseil. Ça fait 3 ans que votre adjointe à l'environnement vous supplie de mettre en place ce mécanisme qu'elle avait d'abord intitulé « Adopte une jardinière ». Enfin, 3 ans après, vous y venez. Formidable. C'était aussi une des propositions de ce que nous sommes l'opposition, hein, mais voilà, en mars 2020. Eh bien, écoutez, c'est bien, vous y venez, bravo. Alors, félicitations, c'est comme pour les façades et comme pour le musée, dites donc. Oui, vous parlez et moi je fais. Ça, tout le monde a bien compris, tout le monde a bien remarqué. Vous parlez, vous essayez d'exister à travers ce conseil municipal, et puis moi j'agis, moi je fais. Alors vous nous dites vous avez un petit peu de retard. Eh oui, monsieur Bonnemain, vous n'avez pas vu, il y avait des travaux dans le centre-ville, ça aurait été dommage de mettre ces pots. Et comme vous n'avez pas vu qu'il y avait des travaux, eh bien on a dû attendre un petit peu. Donc c'est pour ça que la délibération vient maintenant. Mais vous allez voir, à un moment, vous allez réussir à réfléchir et à comprendre tout ça. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour vous. La question numéro 32 est donc adoptée. Nous passons à la 33. À 31, pardon. 31, pardon, excusez-moi. La 31. Bon, bah alors, la 32, la 33, la 32. Allons-y. Qui dit mieux? Allons-y pour la 32. C'est Madame Pétrus Benamou qui a la parole. Martine de son prénom. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Bien, c'est une convention qui arrive à son terme. Et donc, nous vous demandons de renouveler ce partenariat entre la médiathèque Villa-Marie et l'association APS, dont les missions est la protection des jeunes enfants et de leurs familles pour une durée de 5 ans. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre l'association de prévention spécialisée APS et la ville de Fréjus, jointe en annexe, et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer la dite convention. Pas d'opposition ni d'abstention, je présume. La question numéro 33, c'est toujours Martine Pétrus Benamou qui a la parole. Donc là, c'est un renouvellement de la convention entre la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques du Var et la ville de Fréjus. C'est un partenariat de mise à disposition gratuite de prêts de livres à des bénévoles. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. On passe à la question numéro 34. C'est toujours Martine Pétrus Benamou qui a la parole. Oui. Ça, c'est un nouveau partenariat. Donc, nous allons, si vous le voulez bien, signer cette convention entre la crèche Babylou de Fréjus, la montagne, et la ville de Fréjus, pour une durée de 5 ans. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention. Nous approuvons, a priori, sans réserve. Merci beaucoup. La question numéro 35. Eh bien, donc, notre 26e festival du court-métrage est arrivé à son terme. Nous allons, si vous le voulez bien, reconduire le 27e festival du court-métrage. Mais nous voulons bien. Je pense que tout le monde le souhaite. Je pense que vous avez des échos très positifs sur le 26e. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas le 27e. Je suis bien d'accord. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci beaucoup à toutes et tous. La question numéro 36. Donc là, c'est un avenant à la convention de participation financière de la commune de Fréjus au centre culturel municipal de Mandelieu-la-Napoule
Donc nous participons à hauteur de 50% pour des élèves qui habitent à Saint-Jean-de-Cannes. Et voilà, il y a à peu près 7 enfants qui bénéficient justement de cette aide pour pouvoir avoir des activités culturelles. Très bien, pas d'opposition ni d'abstention, merci beaucoup. La question numéro 37. Donc là, comme chaque année, nous demandons une subvention à la Direction régionale des affaires culturelles. Donc nous passons cette convention justement pour avoir ces 10 000 € qui nous sont bien utiles. Très bien, pas d'opposition ni d'abstention. La question numéro 38. Là, c'est une régie unique du patrimoine, une modification à apporter à la liste portant sur la vente et la cession gratuite des éditions et produits dérivés. Et c'est en l'occurrence pour un nouveau livre qui sera mis à disposition dans nos musées. Un livre qui a été écrit par M. Thierry Bontou et qui va faire justement cette rencontre le 25 avril à la médiathèque. C'est en partenariat avec donc le patrimoine. Monsieur Pierre Escoffon a fait sa postface et évidemment tout ce qui a trait au scientifique a été bien vu par monsieur Escoffon. Donc ce livre est approuvé. Voilà. Très bien, pas d'opposition ni d'abstention. Monsieur Perrona nous fait passer le passeport de voile de 11,50 à 12 €. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. On peut passer à la question suivante. Christophe Tchioka modifie les statuts du syndicat mixte de Grand Site de l'Estérel. Et il a bien raison. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. La question numéro 41 est une convention d'occupation pour nos excellents amis de Inner Wheel qui vont nous faire une course en petite foulée pour visiter le patrimoine de la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je n'en vois pas. La convention d'organisation du triathlon que nous reconduisons cette année en question numéro 42, Monsieur Perrona, c'était une très belle opération. Souhaitons que le triathlon se porte bien dans les années à venir. Pas d'opposition ni d'abstention, parfait. La question numéro 43, Iman, vous avez la parole. T'as eu peur? Non. Bonsoir à tous. Il s'agit simplement d'un rajout d'un critère d'éligibilité concernant la bourse au mérite. Ce critère permettra aux enfants porteurs de handicap ou bénéficiant d'un PAP d'obtenir une bourse à partir de la mention bien. Parfait, pas d'opposition ni d'abstention. La question numéro 44 est un protocole d'accord entre la ville de Fréjus et la ville de Draguignan, comme d'habitude, pour la répartition des charges de fonctionnement des écoles. Pas de problème, je présume, ni opposition ni abstention. Idem entre Fréjus et Montsartou en question 45. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous en remercie beaucoup. Ensuite, un certain nombre de préconisations de la CAF pour la tarification des prestations en accueil de loisirs sans hébergement. Je crois que nous en tenons compte, évidemment. Et là encore, pas d'opposition ni d'abstention. Il y a un certain nombre de délégations qui me sont données. Vous en avez pris connaissance. Si vous avez des observations, je vous en prie, Monsieur Bonnemain. Oui, merci, Monsieur le maire. J'observe, page 534 du rapport, une décision municipale numéro 581 portant transaction avec un tiers, un protocole d'accord avec l'association Elfat. Pouvez-vous nous donner des détails, s'il vous plaît? Je peux peut-être vous donner des détails. Oui, on comptait préempter une villa, je crois, une maison que finalement nous ne préemptons pas. Voilà. C'est l'objet du protocole. Est-ce qu'il y a des observations particulières? D'autres? Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée.